Bonjour, cette vidéo est donc la quatrième. Elle est consacrée à la présentation de la méthodologie. Quel est donc l'objet, l'intérêt de la méthodologie de la recherche en droit? D'abord, dire que la méthodologie juridique tente à faire découvrir le savoir-faire des juristes et surtout à l'étudier pour concevoir et appliquer le droit pour parvenir à un résultat déterminé. Alors, la méthodologie s'intéresse aux procédés mis en œuvre dans des hypothèses particulières pour parvenir à une explication. En ce qui concerne donc cette méthodologie juridique, elle a pour objet l'étude des voies et moyens permettant, en fonction des buts poursuivis et la cohérence interne de l'ordre juridique, de parvenir au résultat souhaité de façon la plus économique, la plus efficace, avec un souci constant de sécurité juridique. La méthodologie juridique est un domaine complexe et je dirais même répulsif. D'abord parce qu'elle est peu enseignée aujourd'hui dans les facultés de droit, donc à des niveaux élevés. Quelques séminaires sont consacrés. Bien souvent, lorsqu'on parle d'ailleurs même de la méthodologie juridique, on parle en fait de la méthodologie des exercices juridiques, c'est-à-dire la dissertation, le cas pratique, le commentaire d'arrêt, etc. Mais la méthodologie de la recherche, elle est peu enseignée parce que elle est souvent perçue comme un discours ésotérique, savant, avec des concepts très compliqués. D'ailleurs, Olivier Jouan constate qu'un nombre considérable de discours juridiques sont produits sans considération de méthode ni préoccupation épistémologique. Actuellement, je dirais dans la littérature juridique francophone, les questions méthodologiques sont peu abordées. Sinon de façon marginale, hein. Nous avons comme référence l'ouvrage de Jean-Louis Bergel qui s'intitule Méthodologie juridique. Et puis le deuxième ouvrage, c'est celui de Véronique Champaille Descla, qui est un très bon ouvrage également de méthodologie juridique, qui s'intitule Méthodologie du droit et les sciences du droit, publié chez Dalloz, la première édition 2016. Donc ce sont les deux ouvrages de référence sur lesquels nous nous appuyons dans le cadre de cette présentation. Alors bien avant ces deux ouvrages, on aurait pu citer la thèse de Paul Amslec. Cette thèse de Paul Amslec qui s'intitule Méthode phénoménologique et théorie du droit est une thèse de 1964. On pourrait aussi citer comme ouvrage, document ancien, l'ouvrage de Edmond Sade de la Marnière qui s'intitule Les éléments de méthodologie juridique, publié en 1976. Donc à côté de ces références classiques de méthodologie juridique, nous avons l'ouvrage de Madeleine Gravis, Méthode de sciences sociales, qui est aussi important puisque c'est un ouvrage qui est très volumineux et qui rapporte beaucoup d'éléments que nous utilisons également dans le cadre de la méthodologie. Donc c'est pour dire qu'il y a peu d'ouvrages sur la méthodologie, il y a peu d'enseignements sur la méthodologie juridique en tant que telle. Donc premièrement, je dirais qu'il faut déjà faire la part des choses entre la méthodologie des exercices juridiques, dissertation, commentaire d'arrêt, cas pratique, notes, etc. Ça, ce sont les exercices juridiques. Et la méthodologie juridique qui est celle de la recherche juridique. Alors, dans ce domaine, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Donc, les ouvrages que vous avez indiqués sont des ouvrages de référence, vous pourrez les consulter, voir, c'est assez volumineux, avec un discours souvent très difficile à décrypter, ce qui fait que les enseignements de méthodologie sont peu nombreux dans les facultés de droit.
aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre par méthodologie et par méthode? C'est très important. Déjà, le terme méthode lui-même veut dire un chemin. La méthode ici, c'est-à-dire du latin méthodus, n'est pas un terme d'abord aisé puisqu'il renvoie à un chemin, à un cheminement, à une direction à suivre, un ensemble de démarches ou de procédés intellectuels. Donc, la méthode ici, c'est un cheminement scientifique, c'est une direction à suivre. On va donc utiliser une méthode pour produire du savoir. Comment produit-on les idées, les normes et les résultats juridiques? Et comment parvient-on à connaître, à savoir? C'est la réponse à laquelle répond la méthode. Madeleine Gravitz nous donne 4 conceptions de la méthode. La première conception que nous donne Madeleine Gravitz, c'est que la méthode est constituée de l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles on cherche à vérifier ces hypothèses. Donc l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles on cherche à vérifier ces hypothèses. Ça, c'est la première conception de la méthode. La deuxième conception que nous propose Madeleine Gravitz, c'est que la méthode renvoie à une attitude vis-à-vis de l'objet d'analyse qui fixe les étapes de la recherche variant selon les objets étudiés. La troisième conception que nous donne Madeleine Gravitz, c'est que la méthode désigne également des schémas d'explication de ce que l'on étudie et cherche à faire comprendre. Donc, ce sont des schémas d'explication de ce qu'on étudie et cherche à faire comprendre. Ça, c'est la troisième conception de la méthode. Et la quatrième conception que nous donne Madeleine Gravitz, c'est que la méthode se rapporte aux spécificités des savoir-faire de certaines disciplines, de certains domaines particuliers de la connaissance. Donc voilà les 4 conceptions de la méthode que nous donne Madeleine Gravitz. D'abord, l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles on cherche à vérifier ces hypothèses, mais la méthode est également une attitude concrète vis-à-vis de l'objet d'analyse qui fixe les étapes de la recherche variant selon les objets étudiés. La méthode désigne enfin les schémas d'explication que l'on étudie et cherche à faire comprendre. Et quatrième conception, donc la méthode se rapporte aux spécificités des savoir-faire de certaines disciplines. Voilà les 4 conceptions que l'on peut tirer de l'ouvrage de Madeleine Gravitz sur le sens qu'on peut donner à la méthode. Il faut donc distinguer la méthode des techniques de recherche et des approches. Les techniques de recherche, elles sont conçues comme intervenant à un niveau inframéthodique. En fait, les techniques de recherche ici sont des outils mis à la disposition de la recherche et organisés par la méthode dans ce but. On peut parler des techniques documentaires, des techniques d'enquête, des techniques d'entretien, des techniques de dépouillage, etc. Il faut également distinguer la méthode de l'approche. L'approche, quant à elle, renvoie à une démarche intellectuelle plus large et plus souple que la technique et la méthode. Elle implique, donc l'approche, des étapes systématisées, visibles de la technique. Et donc, en disant cela, je voudrais ici ramener à ce qui est plus ancien, comme le disait Descartes dans son discours sur la méthode. La méthode ici c'est quelque chose qui est important pour produire de la connaissance. C'est donc un schéma, un cheminement pour expliquer quelque chose. Alors, c'est une manière de conduire donc la pensée, et c'est pourquoi il est important que le juriste puisse avoir une approche
concrète de ce que c'est la méthode. Quelle est la méthode qu'il doit utiliser? On peut donc dire, au regard de tous ces éléments, que la méthodologie juridique est par conséquent une étude des méthodes et techniques juridiques. Alors, François Génie, à ce sujet, disait dans son ouvrage sur Sciences et techniques du droit positif, il disait ceci: toute élaboration juridique est dominée par des opérations intellectuelles et par une méthodologie. Toute opération juridique est dominée par des opérations intellectuelles et par une méthodologie basée sur les principes de la logique commune avec un certain assouplissement commandé par la nature propre de l'objet à pénétrer, à savoir les règles juridiques. Donc, la méthode ici, elle est souple, selon Génie. Et on va donc voir que dans la recherche doctorale qui doit être menée, le candidat doit pouvoir nous dire quel est le cheminement qu'il choisit, quel est le chemin par lequel il entend nous pour fournir une explication juridique de son objet d'étude. C'est ça ce qu'on appelle par cadre méthodologique. Alors, au lendemain de la promulgation du Code civil, est apparue ce qu'on a appelé l'école de l'exégèse. L'école de l'exégèse. Alors, il est vrai que lorsqu'on parle de l'école de l'exégèse, elle regroupe plusieurs opinions diverses. Il n'y a pas qu'une pensée dans l'école de l'exégèse. L'exégèse repose à la fois sur le prestige de la loi et procède de l'idée que la règle de droit tout entière est contenue, du moins implicitement, dans le texte légal, et il suffit de l'extraire. On peut donc dire, par rapport à cela, que faire de l'exégèse des textes, c'est rechercher leur signification et leur porter par la seule analyse des textes eux-mêmes, à l'aide aux besoins des travaux préparatoires. Donc, on va rechercher l'explication dans les textes eux-mêmes, et si besoin est, on va recourir aux travaux préparatoires. Par conséquent, l'exégèse est fondée sur le postulat de la suffisance et de la complétude de la loi écrite. La suffisance et la complétude de la loi écrite. Elle est donc une interprétation fondée sur la recherche de l'intention du législateur, qui se prolonge dans les procédés logiques d'interprétation. Cette école donc, de l'exégèse a connu ses heures de gloire, avec Génie, mais avec tous les autres. Parce qu'avec le Code civil, on a vu que faire l'exégèse des textes, c'est donc rechercher leur signification, leur portée, par la seule analyse de ces textes eux-mêmes. Donc, comme je disais tout à l'heure, au besoin avec l'aide des travaux préparatoires. À cette méthode exégétique pure, on a opposé la méthode dogmatique ou synthétique, d'Aubry et Rowe. Alors, pour ces derniers auteurs, il faut étudier toute la loi, dans son esprit, aussi bien que dans sa lettre, avec une large application des principes et plus complet développement des conséquences qui en découlent, mais rien que la loi. Donc on est toujours dans une forme de sacralité de la loi. Et cette approche dogmatique vise en fait une simplicité apparente du sens littéral du texte à interpréter, mais l'on se rend compte que ce soit dans l'exégèse, que ce soit dans la dogmatique, que c'est souvent illusoire.
l'exégèse ne fait nullement prévaloir la lettre sur l'esprit du texte. L'exégèse, je répète, ne fait nullement prévaloir la lettre sur l'esprit du texte. Au contraire, l'interprète doit, dans cette conception, en pénétrer l'esprit, c'est-à-dire rechercher l'intention du spectateur. Rechercher l'intention. Quelle a été l'intention du spectateur? C'est-à-dire quelle a été l'intention du producteur de la norme? C'est plutôt ça. Donc, l'exégèse, c'est pas simplement, il ne s'agit pas de déchiffrer le vocabulaire, mais dans l'interprétation du droit, on va rechercher quelle a été l'intention du producteur de la norme. Oui. Et à partir de là, on essaie d'appliquer au mieux que possible la norme en cherchant à respecter cette intention du spectateur. C'est en ce sens qu'on dit que l'exégèse est une méthode psychologique. L'intention du créateur de la norme juridique doit être respectée, mais c'est en même temps une méthode historique parce qu'il faut respecter l'intention du législateur originel. Pour Jean-Louis Bergel, c'est une fiction au vu des idées éparses et contradictoires qui émaillent la production de la norme juridique, notamment dans le contexte actuel où il y a des interactions de forces politiques, etc., avec d'autres acteurs, des acteurs de la société civile qui interagissent avec le politique pour arriver à produire la norme juridique. En réalité, le sens du texte aujourd'hui échappe à son auteur originel et se transforme au gré des intentions de nombreux interprètes, eux-mêmes influencés par le contexte de l'interprétation. Et finalement, on n'est pas souvent dans le contexte originel de la norme. Et donc, à ce sujet, on peut dire que l'exégèse a fait son temps. L'exégèse telle que promue lors de l'apparition du Code civil, aujourd'hui, peut apparaître comme une méthode rigide, artificielle, lorsqu'on pense qu'il s'agit simplement de déchiffrer le langage. Non, il ne s'agit pas que de déchiffrer le langage, il s'agit de rechercher l'intention. Lorsqu'on a produit la norme, quelle était l'intention du législateur? Au besoin, on va recourir aux travaux préparatoires pour comprendre pourquoi on a fait cette loi. Dans son ouvrage fondamental publié en 1899, François Eugénie a dénoncé l'artifice selon lequel la loi a tout prévu. Pour François Eugénie, c'est une imposture. C'est une imposture. Et il préconise donc, en opposition à cette exégèse, il propose ce qu'il appelle la méthode de la libre recherche scientifique. La méthode de la libre recherche scientifique. Méthode selon laquelle, si la loi doit être appliquée, il faut néanmoins, quand elle est insuffisante ou démodée, rechercher librement les solutions qui conviennent aux difficultés envisagées. Et dans ce sens, François Eugénie pense qu'avant tout, le droit positif doit rester chose vivante. Or, vivre, selon lui, c'est se mouvoir et se transformer. Pour le droit, c'est plus encore. C'est lutter en vue d'une parfaite et constante adaptation aux exigences de la vie sociale. En ce sens, donc, vouloir se cantonner au texte à interpréter n'est pas, pour François Eugénie, une bonne démarche. Parce qu'il pense que le juriste doit également utiliser les éléments extérieurs aux normes, à la règle, pour pouvoir déterminer le sens. C'est ce qu'il appelle donc la méthode de la libre recherche scientifique. Mais il faut faire remarquer que François Eugénie, lorsqu'il évoque cette méthode de la libre recherche scientifique, il dit également que la libre recherche des solutions n'est pas arbitraire, ni purement subjective. Elle doit être scientifique. Scientifique dans ce sens où cette libre recherche
doit se fonder sur des bases solides et des éléments objectifs que la science seule peut révéler. C'est donc à partir des données sociales, économiques, psychologiques de son époque, et non plus du contexte originel de la norme, que l'interprète doit élaborer la règle la mieux adaptée aux besoins actuels qu'il aura observés. Ainsi donc, la libre recherche peut être considérée comme une méthode sociologique, en ce sens. Parce qu'il faut la connaissance des faits sociaux actuels, le contexte actuel d'interprétation. Mais la libre recherche peut également être considérée comme une méthode théologique, téléologique, car l'interprète recherche dans les règles juridiques les moyens de réaliser l'idée de justice, qui est donc la finalité de tout droit. Oui. Donc, en même temps, cette libre recherche peut être considérée comme une méthode sociologique, mais en même temps une méthode téléologique. Parce qu'au fond, on recherche la finalité du droit. Et vous savez que cette finalité du droit, c'est la justice. Donc, on part de l'exégèse, on arrive à la libre recherche scientifique avec François Juny. Et donc, on peut dire que tout en admettant le principe d'une certaine liberté du juge qui peut se contenter toujours d'une simple déduction à partir des textes, on doit avant tout s'attacher au texte et remonter l'intention qui a guidé leur rédaction. Mais la méthode exégétique n'a pas été complètement éliminée par la libre recherche scientifique. Elle n'a pas disparu, elle est là, la méthode exégétique. On peut d'ailleurs combiner les deux méthodes. On arrive donc à mettre en avant ce que j'ai appelé tout à l'heure la méthode téléologique et la méthode historique, qui peuvent être des méthodes complémentaires. La méthode téléologique est fondée sur l'analyse de la finalité de la règle. Son but social, il s'agit de faire prévaloir l'esprit de la règle sur sa lettre. Par exemple, il s'agit de privilégier l'esprit et le but social d'une convention internationale sur la prévention de la torture sur les défectuosités rédactionnelles, par exemple. Parce que lorsqu'on fait une convention contre la torture, il peut y avoir des infirmités rédactionnelles, des défectuosités rédactionnelles. Mais quelle était la finalité de la convention? C'est prévenir et interdire la torture. Donc on doit interpréter la convention par rapport à cette finalité et non pas se cramponner à des éléments de forme, de défectuosité qui peuvent exister dans une convention. Il ne s'agit pas de se carter du texte, c'est pas ça, mais d'en rechercher une meilleure application, au lieu d'en invoquer simplement les limites grammaticales, sémantiques, etc. Voilà le sens de la méthode téléologique. À côté de cette méthode téléologique, nous avons la méthode historique ou évolutive. Cette méthode historique et évolutive, elle est fondée sur l'idée que le droit est une création continue de la société. Le droit est une création continue de la société dont les textes ne sont que l'expression provisoire qui doit évoluer avec le milieu social. Le sens d'un texte donc peut donc changer avec le temps et les circonstances. Mais l'interprétation du texte ne doit pas être libre, car elle doit s'inscrire dans l'esprit du système juridique dont il procède. Voilà le sens de la méthode historique. On est d'accord que la société évolue. La société évolue parce qu'il y a d'autres contingences, d'autres facteurs, etc. Il est donc nécessaire de s'adapter aux exigences nouvelles. Mais pour autant, on doit interpréter la norme dans l'esprit du système juridique dont elle possède. Il faut donc comprendre que la méthode théologique, qui donc est la finalité, on interprète en fonction de la finalité, et la méthode historique, on interprète en fonction de l'évolution, mais dans un système juridique donné, sont toutes des méthodes qui peuvent être complétées les autres approches que j'ai évoquées plus haut. Nous avons également toujours, dans le cadre de la méthode, des choix parfois qui sont faits. Nous avons la traditionnelle opposition entre
les positivistes et les justes naturalistes. Pour les positivistes, le droit naturel n'est qu'un sophisme, parce que les justes naturalistes parlent du droit naturel. Pour eux, le droit naturel n'existe qu'un sophisme. Mais pour les justes naturalistes, le positivisme est une névrose juridique. Oui. C'est une forme d'idolâtrie simplement de l'État. D'ailleurs, on a parlé avec l'Allemand Gustav Radbruch, on a parlé de l'injustice légale, que la loi peut consacrer une injustice. Alors même que le but du droit, c'est de consacrer la justice. L'exemple souvent choisi, c'est la soumission des juristes allemands au droit hitlérien. Alors là, il y a des subtilités, je ne voudrais pas m'enfoncer là-dedans. Mais je dis qu'il y a cette opposition entre les positivistes et les justes naturalistes. Les justes naturalistes, disant qu'il existe un droit naturel, les positivistes qui pensent que le droit doit être positif. Et donc, ce débat va aussi influencer le champ de la méthode dans la recherche doctorale. Pour les positivistes, la science du droit n'a pas à dicter au législateur ce qu'est le droit, mais à décrire simplement le droit positif tel qu'il est. La science du droit n'a pas à dicter au législateur. Il n'y a pas un droit qui existerait au-dessus du législateur, indépendamment du législateur national ou législateur international. Il faut simplement décrire, le juriste doit décrire le droit positif tel qu'il existe. Non seulement ce discours ne pourrait représenter qu'une expression très imprécise de la volonté de l'auteur, mais il serait vide de sens. Et nous avons, prenons l'exemple de Charles Eisenman dans sa thèse de 1928, qui a vertement critiqué Léon Duguay pour avoir inclus sur la base d'un choix politique la déclaration des droits de l'homme dans le droit. Cette controverse fait que beaucoup de juristes ont toujours considéré les droits de l'homme comme n'étant pas du droit, comme étant simplement de la politique. La politique. Puisque on part du principe que les déclarations des droits de l'homme, qui relèveraient du droit naturel, ne sont pas du droit positif. Et Charles Eisenman admettait cependant la possibilité de faire passer donc ces déclarations, ces grandes déclarations, dans le droit positif, mais par le canal législatif, c'est-à-dire en les transformant en normes, qu'il n'y aurait pas de principe qui serait au-dessus du législateur. Il faut donc que l'on ne peut consacrer le droit que par la norme, que par le droit positif. Tout autre élément extérieur au droit positif ne relève que du sophisme. Dès lors, la science du droit, selon Carré de Malherbe, ne peut être que celle des règles adoptées et sanctionnées dans chaque État par des voies de puissance publique. Par conséquent, selon ce qu'il dit, il n'y a pas lieu non plus pour le juriste de rougir de la tâche à laquelle il est personnellement voué. Cette tâche qui consiste à rechercher, à préciser, à définir, à interpréter, pour en déduire les conséquences, les éléments constitutifs de l'ordre régulateur créé et garanti par des moyens de puissance publique. Donc, le juriste doit s'attacher au droit positif. Il n'a pas à rougir de cela. Et Hans Kelsen vient donc, dirons, en tant que maître des positivistes contemporains, souligner, insister sur le fait que la science du droit décrit les normes juridiques qui sont créées par des actes humains et qui doivent être appliqués, obéis par de tels actes. Il n'y a donc pas un droit qui viendrait des dieux ou qui serait extérieur au mécanisme constitutionnel de production de la norme. Le droit est le fait humain, création, par la puissance publique, par l'autorité constitutionnellement établie. Mais lorsqu'on parle de ces courants positivistes, je tiens également à vous souligner que les idées positivistes sont nombreuses. Il y a plusieurs courants
plusieurs courants dans le positivisme. Kelsen et les autres que je viens de souligner sont certains maîtres à penser du positivisme, mais il y a plusieurs autres courants, il y a plusieurs déclinaisons. On parle par exemple du volontarisme juridique comme variante du positivisme. On parle de la théorie analytique. On parle parfois de la sociologie juridique comme une variante également, sociologie juridique dans la version du doyen Carbonnier. On parle du systémisme juridique, on parle du marxisme juridique, on parle du réalisme juridique, on parle de la théorie institutionnelle, du structuralisme, et on parle enfin du post-positivisme. Donc, Luc Wittgenstein pose d'ailleurs l'idée qu'il existerait un positivisme critique, c'est-à-dire qui serait le dépassement du juste naturalisme et du positivisme classique. Vous voyez bien qu'il y a plusieurs idées, plusieurs courants. Il faut donc, lorsqu'on on choisit un cadre méthodologique, on doit clairement expliquer qu'est-ce qu'on veut faire, quel est le courant qu'on choisit et sur lequel on se fonde pour expliquer son objet d'étude. Parce que la méthode ici, c'est le chemin d'explication. C'est l'ensemble des opérations intellectuelles, comme dit Madeleine Gravitz, que vous menez. Alors, en droit international, pour en parler, nous avons là aussi des oppositions. Nous avons des oppositions. Il y a d'un côté ce qu'on appelle les théories volontaristes en droit international. Elles sont nombreuses. Et il y a des théories objectivistes ou non volontaristes. Là aussi, c'est une opposition. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de l'opposition entre le positivisme et le juste naturalisme. Là, je parle du droit international dans les théories volontaristes. Alors, les théories volontaristes, la première théorie volontariste, hein, c'est la théorie de l'autolimitation, ce qu'on appelle le volontarisme unilatéral. Cette théorie du volontarisme unilatéral, la théorie de l'autolimitation, trouve son origine dans le droit romain, plus loin, et dans la philosophie de Gelman, qui considère l'État comme une personne juridique de nature distincte de celle des hommes. Quasiment pour Hegel, l'État est un véritable Dieu sur terre. Dans cette théorie, on pense que l'État ne peut être lié par le droit, car s'il y consent, autrement dit, il n'est lié que par ce droit que s'il accepte lui-même ce droit dans l'ordre interne. Donc, ce qui fait que le droit international apparaît dans ce courant comme un ensemble de règles qui sont acceptées par les États dans leur rapport avec les États. Et les figures tutélaires de ce courant, nous avons le juriste Jelinek, nous avons le juriste allemand von Hering, qui vont considérer que le droit international est une sorte de droit interne destiné aux relations avec les autres États. La théorie donc de l'autolimitation impose à chaque État des devoirs, puisque c'est lui-même qui consent à autolimiter son pouvoir dans le cadre de ses relations avec les autres États. Mais l'inconvénient de cette théorie, c'est l'insécurité juridique qui peut en découler, puisque les États peuvent se défaire d'un accord international s'il est devenu contraire à leurs intérêts. Un autre courant, toujours dans les théories volontaristes, c'est ce qu'on appelle le volontarisme plurilatéral, ce qu'on appelle en allemand le Vereinbarung. Le volontarisme, la figure tutélaire du volontarisme plurilatéral, c'est Heinrich Strippel. C'est lui qui développe en fait ces théories, parce que pour lui, le droit international public essaie de créer, comme l'ont dit le volontarisme unilatéral, la volonté de l'État, mais il résulte de des volontés isolées de plusieurs États. Le droit international est donc l'unité, la fusion de ces volontés. Et cette fusion des volontés peut être expresse, c'est-à-dire dans les conventions, elle peut également être tacite dans la coutume. Mais il faut un accord de volonté. Donc c'est ce qu'on appelle le volontarisme plurilatéral. Il y a également un troisième courant qu'on appelle le positivisme ou le néo-volontarisme,
Ce troisième courant est incarné par le juriste Anzilotti, qui considère que le droit n'est pas artificiellement créé par l'État, mais qu'il est un fait social dérivant de la vie en société. La société internationale est une société. Par conséquent, un État ne peut pas arbitrairement créer n'importe quel droit, car il doit tenir compte des nécessités de cette société internationale. Certes, l'État a une volonté, mais il doit tenir compte de la volonté des autres. On parle là du néo-volontarisme avec Anzilotti. Donc voilà les trois principaux courants volontaristes, le volontarisme unilatéral, le volontarisme plurilatéral et le néo-volontarisme. À l'opposé donc de ces théories volontaristes, il y a les théories objectivistes. Les théories objectivistes ici, ou non volontaristes, ont en commun de considérer que la règle internationale existe en dehors de la volonté des États. En d'autres termes, il y a un fondement dans une norme qui serait extérieure ou supérieure à la volonté de l'État. Alors là, nous avons également trois courants que je peux rapidement indiquer. Il y a la théorie du droit naturel, donc le juste naturaliste que j'ai évoqué tout à l'heure. Le premier courant, ce qu'on appelle l'objectivisme moral. Les figures tutélaires de ces courants, nous avons Grotius, nous avons Pufendorf. Cette théorie préconise qu'il existe dans les États un droit rationnel issu des données de la conscience, des principes d'ordre et de justice qui sont édictés par la nature raisonnable et sociale de l'homme. Selon Grotius, par exemple, le droit international qui est lié au droit naturel n'est pas créé par les États, mais que c'est un ensemble de règles objectives inhérentes à la nature. Par conséquent, les États ne font que naître le droit international d'un acte de volonté, mais le découvre, ce n'est pas un acte de volonté qui crée le droit international. Les États s'oublient, découvrent ce droit naturel. Il y a plusieurs variantes dans cette approche objectiviste. On pourrait prendre par exemple l'approche de Louis Le Four ou l'approche d'Alfred Verdross, je ne veux pas m'étendre sur ça. La deuxième aventure de ces objectivistes, c'est ce qu'on appelle l'objectivisme logique. L'objectivisme logique, c'est ce qui va déboucher sur la théorie pure du droit de Hans Kelsen. Mais la théorie normativiste, qui est l'objectivisme logique, la théorie a été développée d'abord par Hugo Krabbe, un Allemand, pour critiquer les théories volontaristes. Selon lui, on ne peut admettre la volonté des États comme fondement du droit international qu'à la condition de supposer l'existence d'une règle antérieure précisant que cette volonté doit être obéie. Oui. Quelle est la règle qui dit qu'on doit obéir à la volonté de l'État? Il faut donc qu'il y ait une règle qui dit qu'il faut obéir à la volonté de l'État. Et donc, d'après Kelsen, Verdross et Kuntz, la conception de l'État, être supérieur, doué de volonté, est entièrement finalement fictif. Oui. Kelsen parle de la théorie pure du droit. Pour lui, l'État apuré n'est rien d'autre que du droit, c'est-à-dire un simple ordonnancement juridique dénué de souveraineté. Kelsen d'ailleurs développe l'idée d'une pyramide juridique où les normes sont disposées de façon hiérarchique et où chacune des normes tire sa force obligatoire d'une norme supérieure. Oui, d'une norme supérieure. Par conséquent, le droit international apparaît donc comme le droit de la société globale, c'est-à-dire le système de droit qui déterminera au droit interne par un système cohérent des règles qui s'emboîtent les unes aux autres. C'est ce que Kelsen appelle le système pyramidal des normes. Et au sommet donc de cette pyramide, il y a ce qu'il appelait la norme hypothétique. Cette norme hypothétique, c'est celle qui dit que l'État est juridiquement obligé de se comporter de la manière dont les autres États se comportent habituellement. Mais là encore, finalement, la théorie de Kelsen est elle-même critiquée, notamment à cause de son caractère artificiel au regard de cette norme dite hypothétique. Le troisième courant qu'on peut évoquer, c'est l'objectivisme sociologique. L'objectivisme sociologique. Cette théorie s'est inspirée des travaux d'Émile Durkheim et de Lon Duquet. Mais les principaux disciples
qui ont rendu populaire cette théorie. Il y a George Sell et Nicolas Politis. L'objectivisme sociologique est basé sur un raisonnement qui vise à dire que le droit n'est pas que le résultat de la volonté de l'État, mais le résultat de la vie sociale, les nécessités de la vie. La solidarité s'étend au-delà des limites de l'État, va se former un droit international qui est donc qui crée des liens entre États. Et George Sell fonde également le droit international sur la solidarité internationale. Il considère donc qu'il n'y a aucune différence de nature entre l'une et l'autre société, c'est-à-dire la société interne et la société internationale. Dès lors, le droit international est alors l'ordre juridique d'une société universelle des peuples, la société des gens, comme il dit. Ainsi, George Sell baptise lui-même son système comme étant une nécessité biologique. Une nécessité biologique. Parce que la société ne peut méconnaître des règles élémentaires de solidarité biologique. En se basant donc sur ces différentes observations, George Sell va utiliser deux lois pour définir le droit international. Il s'agit d'abord de la loi de la hiérarchie des normes. Les ordres juridiques étatiques ne peuvent être souverains s'ils sont subordonnés à l'ordre juridique international. Donc la hiérarchie du droit international. Il s'appuie aussi sur la loi du dédoublement fonctionnel. La fonction législative, exécutive et judiciaire sont exercées par des gouvernements nationaux qui agissent à la fois pour leur compte, mais aussi pour la société internationale, en établissant le droit, mais aussi en le vérifiant et en l'exécutant. Par conséquent, Sell considère ce système comme imparfait. Il estime qu'il s'inscrit dans une perspective d'évolution de la société internationale. Donc, ce troisième courant, l'objectivisme sociologique, est fondé sur les nécessités de la vie de la société internationale, incarne donc un autre courant qui s'emboîte avec les précédents courants objectivistes qui sont en opposition avec les courants volontaristes. Tous ces courants ne peuvent pas être utilisés dans une thèse. C'est pourquoi il est important de faire un choix. Je vous donne là un aperçu, mais je vous ai dit, il y a plusieurs ouvrages, il y a plusieurs textes. Il faut faire un choix. Et c'est le sujet. On ne peut pas choisir de façon arbitraire une méthode également. Il faut voir quelle est la méthode appropriée pour le traitement d'un sujet. J'insiste sur le fait que la méthode, c'est le cheminement. C'est l'ensemble des opérations intellectuelles menées. Mais c'est en fonction du sujet. Il n'y a pas de choix arbitraire. Tout choix doit être justifié. L'on doit dire pourquoi on fait recours à telle méthode et qu'est-ce qu'on entend fournir comme explication dans cette recherche. Il est donc important pour le candidat au doctorat qui veut faire le choix d'une méthode d'être bien inspiré et de fournir les raisons pour lesquelles il fait le choix d'une méthode et pourquoi pas un autre choix. Bien souvent, nous constatons dans les travaux que les candidats, quand ils font le choix d'une méthode, ne prennent pas la peine de fournir la justification et l'explication. Certains font du copier-coller, simplement, on ne sait pas pourquoi. Et certains s'embrouillent confondent la méthode avec les techniques de recherche. Je vous conseille donc, pour terminer, d'être bref et précis sur les méthodes et les techniques de recherche. Il ne s'agit pas d'écrire un livre sur la méthode, mais il s'agit d'indiquer la méthode que vous avez choisie et comment vous entendez l'utiliser dans votre travail de recherche. On peut, de mon point de vue, choisir une méthode principale et une méthode complémentaire, ou une méthode principale et deux méthodes complémentaires. Tout dépend de ce que vous entendez fournir comme explication. Il ne faut pas perdre de vue
que la méthode est là pour vous permettre de donner une explication scientifique à votre objet d'étude. Que la méthode n'est pas un autre problème qui serait à côté de la thèse. La méthode est le cheminement explicatif de votre objet d'étude. Et donc, il faut faire très attention en faisant le choix d'une méthode, d'être capable de la comprendre. Prenez donc la peine de lire tous les écrits qu'il y a sur la méthode que vous avez choisie pour prendre le temps de donner à votre lecteur les éléments essentiels pour qu'il comprenne les développements que vous aurez à faire sur la base de cette méthode. La recherche que vous avez menée sur la base de cette méthode. Pourquoi on n'a pas le sentiment que c'est un copier-coller, on a pris quelque chose, on est venu mettre, on ne sait pas, vous dites, vous avez fait le choix de telle approche, par exemple, la méthode, il y a des méthodes que je n'ai pas citées, par exemple, la méthode comparative, mais on ne voit pas cela. Je vous rappelle, pour terminer, que ce que je viens de vous donner comme indications, c'est quelques indications sur les méthodes, parce qu'il y en a beaucoup. Je ne vous ai pas parlé de la méthode comparative, je n'ai pas parlé de la méthode en profondeur de la méthode analytique, j'ai été assez bref sur la méthode historique, etc. Mais ceci vous donne un aperçu. On peut en discuter par rapport à votre sujet, on peut voir quelle est la meilleure approche pour pouvoir étudier l'objet de votre thèse. Voilà, mesdames, messieurs, des éléments que je peux mettre à votre disposition sur ce débat, certes hermétique. Vous voyez que c'est un débat qui est très compliqué, il est répulsif, j'en accepte, parce que il faut lire beaucoup d'ouvrages, tout ça, etc. Des ouvrages qui sont parfois sur des questions de théorie du droit, des questions d'épistémologie, parce qu'il faut avoir quand même quelques éléments de base en théorie du droit, en épistémologie, pour pouvoir comprendre parfois certaines méthodes. Mais enfin, ce qu'on vous demande, c'est de rendre votre discours simple, accessible à votre lecteur. Ça ne sert à rien d'avoir un discours dithyrambique sur les méthodes sans en montrer réellement l'impact sur les travaux que vous menez. Et il faut donc être méthodique avec les méthodes. Je vous remercie.